Bonjour à tous et bienvenue. C'était aujourd'hui un débat spécial sur la 7e circonscription du Rhône que nous vous proposons. Je dis débat, mais il manque certains des candidats et notamment Anissa Keder, la candidate de La République En Marche, qui a décliné notre invitation. Donc c'est finalement avec Alexandre Vincendet, maire Les Républicains de Rieux-la-Pape, et Andrea Cotarac de la France Insoumise que nous allons passer ce moment. C'est une circonscription qui est placée sous le signe du renouveau. C'est finalement une lutte entre trois trentenaires. Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête sur cette circonscription. Alexandre Vincendet, vous avez longtemps fait figure de favori de cette élection. Et puis il y a le phénomène Macron qui est arrivé. Ce phénomène qui finalement préempte le renouveau. C'est un message que vous portez tous les deux. Vous, Alexandre Vincendet, pourquoi finalement sur cette circonscription, le renouveau de la vie politique, il passe par vous? Il passe par moi, le renouveau. Je suis élu depuis 3 ans, maire de Rieux. J'ai 33 ans, je suis aujourd'hui un des plus jeunes maires de France pour une ville de plus de 30 000 habitants. Certains disent mais je suis de la société civile, etc. Enfin, j'en suis aussi, je ne suis pas militaire de carrière, j'ai pas de galon comme vous pouvez le voir, ni de casquette. Simplement, c'est que derrière, on arrive avec un certain nombre de méthodes qui ont permis d'avoir des résultats sur une commune qui était en difficulté. Quand je suis arrivé à Rieux-la-Pape, avec l'ensemble de mon équipe, nous étions engagés sur la baisse de la délinquance, le développement économique et la baisse du chômage, et le développement urbain et le retour de la mixité sociale dans les quartiers. Un grand nombre de chantiers ont été lancés dans les quartiers, des tours commencent à tomber, nous sommes en train de créer un centre-ville, plusieurs équipements publics, nous allons refaire une école dans un quartier 100% logement social. Nous allons, d'ici la fin de l'année, lancer les grandes manœuvres avec le plan rue 2 et le désenclavement du quartier des Alaniers. De l'autre côté, en termes de chômage, depuis 2 ans, 2015-2016, alors que le chômage malheureusement a augmenté dans le Rhône, eh bien, à Rieux-la-Pape, avec le nombre de dispositifs que nous avons mis en place, le dispositif Deuxième Chance, j'ai été le premier dans la métropole à lancer ce dispositif avec Jean-François Carenco à l'époque, mais par ailleurs avec les clauses d'insertion que nous mettons dans les nombreux marchés publics et travaux publics que nous mettons en œuvre dans le cadre de la rénovation urbaine, et les entreprises que nous remettons, c'est 1300 emplois qui sont d'ores et déjà en cours de relocalisation sur la commune, sans compter le projet d'Ostérode que nous avons lancé avec Gérard Collomb, donc en lien avec la ville de Rieux et la métropole. Eh bien, c'est une baisse de 5% de chômage en 2015, une baisse de 7,2% en 2016. Et puis enfin, en termes de sécurité, où on a mis le paquet, aussi sur cette question, on en reviendra, mais derrière, où en l'espace de 3 ans, c'est une baisse de 16% de délinquance générale. Ça veut dire que derrière, il n'y a pas seulement être nouveau pour être nouveau, ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous arrivez en étant nouveau, et c'est simplement une histoire de marketing, ça ne veut pas faire, enfin, c'est pas la hauteur de l'enjeu qui attend les Français lors de cette élection législative. Il faut des élus, bien sûr, qui représentent une nouvelle génération, les Français l'ont marqué clairement, lors de l'élection présidentielle, mais de l'autre côté, il faut aussi des élus de terrain qui sont ancrés sur cette dans leur 7e territoire. circonscription, on voit bien qu'on aura des élus nouveaux. Pour vous, Andrea Cotarac, pourquoi le renouveau des pratiques, le renouveau finalement dans l'offre électorale, il passe par vous plus que par Monsieur Vincendet ou par Madame Keder? Tout d'abord, je regrette qu'il n'y ait pas Madame Keder qui soit parmi nous. L'avantage ici, c'est qu'avec Monsieur Vincendet, on n'est pas d'accord, mais au moins on a des projets clairs. L'élection législative, c'est une élection qui est nationale, et on veut avoir des représentants du peuple français, de la nation, qui aient un cap, et un cap clair pour la France et pour précisément la circonscription sur laquelle on est présent. Le renouvellement pour nous, c'est à la fois le renouvellement des hommes. Quand on dit que Mme Keder, c'est quelqu'un de nouveau, je ne veux pas passer ma journée là-dessus, mais enfin, elle représente un mouvement en marche avec des personnes comme le ministre de la Justice, aujourd'hui François Bayrou. Moi, quand j'étais en classe maternelle et que je rentrais en CP, le ministre de l'Éducation nationale, il s'appelait François Bayrou. Aujourd'hui, je suis diplômé de droit, candidat aux élections législatives, le ministre de la Justice s'appelle François Bayrou, 22 ans après. Donc quand on parle de renouvellement en marche, c'est surtout un renouvellement des gens du passé. Jean-Luc en marche arrière. Jean-Luc Mélenchon a été ministre quand vous étiez étudiant ou lycéen. C'est pour ça que même collégien, il était candidat à la présidentielle, ça vous a pas choqué? C'est pour ça que je vous dis qu'il y a à la fois le renouvellement des hommes et je viens tout de suite sur le renouvellement des pratiques. Dans la France Insoumise, on n'est pas un parti, on est un mouvement qui a fait en sorte que des femmes et des hommes libres qui voulaient être des acteurs de la vie politique et pas des spectateurs, puissent rentrer dans la France Insoumise, participer à l'élaboration du programme. Lorsqu'on est candidat, on signe une charte sur la base de chartes anticorps, sur la base de différents principes, notamment du non-cumul des mandats, etc. Donc il y a un réel renouvellement des pratiques auquel Jean-Luc Mélenchon lui-même a été précurseur. Donc renouvellement des hommes et renouvellement des pratiques. Et finalement, dans cette élection, on a des gens qui disent que c'est la gauche contre la droite, le Front National qui dit qu'il est patriote contre la mondialisation. Nous, on constate qu'on veut fédérer le peuple face aux intérêts d'une certaine oligarchie. Alors, il y a 8 personnes dans ce pays qui dirigent la presse et les médias. On a un lobby pharmaceutique
qui génère 255 milliards d'euros par an de bénéfices. On a un lobby pétrolier, notamment contre les intérêts du peuple en matière d'environnement, en matière de santé. Et donc, En Marche réunit ces 3 critères. On a un Premier ministre qui est pro-nucléaire et qui était un ancien d'Areva. On a des conseillers sur la santé qui sont des laboratoires Servier. Et la liste est longue avec toutes les affaires de conflit d'intérêts auxquelles on a aujourd'hui, Ferrand et le reste. Donc, l'objectif pour nous, c'est de fédérer le peuple et de faire en sorte qu'il puisse défendre ses intérêts, tant en matière d'emploi, tant en matière de sécurité, tant en matière de santé, d'environnement. C'est ça le cap que l'on souhaite donner à la France, et c'est ça le renouvellement finalement. C'est dégager les personnes qui nous ont dirigés depuis 30 ans. Vous êtes tous les deux très jeunes, vous vous présentez tous les deux comme des hommes neufs, mais quand on regarde votre parcours, finalement, la société civile, elle saute pas aux yeux. Vous avez par exemple, vous, Alexandre Vincennet, toujours, même si vous êtes très jeune, toujours finalement travaillé que dans le monde politique. Vous êtes issu du système. Non, attendez, avant de faire de la politique, j'ai quand même vécu d'autres choses. J'ai vécu de petits boulots, Vous les années galères, je vous les ai avez connus. vécu de collaborateurs d'élus. Après, j'ai eu la chance, en effet, de faire des rencontres et des hommes qui m'ont donné ma chance. Et je pense que c'est plutôt bien parce qu'en politique, on parle de renouveau. Mais parlons aussi de cette ancienne génération qui est en train de partir. Certains sont encore là. Prenons M. Bayrou qui a tué l'ensemble d'une génération sur l'ensemble de son parti. On peut en convenir. M. Bayrou, quand il a pris la direction de l'UDF à l'époque, c'était un groupe où il y avait plus de 100 députés. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Voilà, on verra après ce qui se passera pour l'élection législative. Mais on est passé de plus de 100 députés à 0. Alors moi, je veux bien qu'on parle de renouvellement, mais le renouvellement, c'est aussi travailler avec des gens qui font confiance à la génération suivante. Et moi, j'ai eu cette chance de rencontrer dans mon parcours une génération d'apparatchiks, une génération de qui m'a derrière permis d'être élu. Je dis, attendez, on peut parler de parachutage. On m'a traité à l'époque de parachuter très bien, mais n'empêche que je suis aujourd'hui ancré dans mon territoire, je travaille pour un territoire, j'aide ses habitants, je suis à leur côté tous les jours. C'est ça la beauté de l'engagement politique et du mandat. Je veux dire, est-ce que vous pensez clairement qu'on part du principe que tous les politiques sont tous des escrocs et des gens qui pensent à leurs propres intérêts? En faisant ça, on fait forcément monter soit l'abstention, soit l'extrême droite. Il y a un moment, c'est un peu le créneau du dégagisme. Oui, mais à un moment, il faut être assez clair. Je peux répondre, quand vous faites le choix de vous engager pour vos convictions, j'en ai, M. Cotarac en a. Et c'est pour ça que je lui avais lancé le défi qu'on se fasse un débat, parce que je pense qu'en effet, on est les deux seuls finalement ici à en avoir. Je vous ai répondu, clair, voilà. J'ai trouvé le lieu. Exactement. Et on remercie Lyon Cap. Et on remercie Lyon Capital. Mais finalement, au moins, on est droit dans nos convictions, on sait où on habite, on ne se vendra pas pour un plat de lentilles l'un comme l'autre. Et il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a décidé, je pense, l'un comme l'autre, de s'engager pour servir des idées, des territoires et un pays. Et c'est avant tout ça l'engagement politique. L'engagement politique, finalement, c'est un peu une vocation, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est une vocation. Quand vous passez vos journées, vos nuits, vos jours fériés, vos vacances à côté de vos administrés, parce qu'il faut régler les problèmes, parce que vous avez une mère de famille qui ne sait pas où elle va dormir le soir avec ses enfants, quand vous avez une personne âgée qui n'ose plus sortir de chez elle parce que la cage d'escalier est mise en couple clair par des voyous et que vous devez vous déplacer. On en parlera encore une fois tout à l'heure de sécurité. Mais ça veut dire que l'engagement politique, c'est quelque chose de noble. C'est quelque chose qui doit nous habiter et derrière, qui doit être au service d'un territoire et d'un pays. Et derrière, animé par des convictions qui soient fortes. C'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. Vous, cette classe politique, telle qu'il l'a décrit, et telle que vous la vivez aussi, puisque pareil, vous aussi, on peut vous considérer comme un apparatchik qui avait passé plus de temps dans la vie politique que dans la vie, entre guillemets, réelle, même si les deux ne sont pas forcément déliés. Donc on est militaire et on est hors vie réelle. Non. C'est ça la... Ouais. Non, moi c'est ce que je peux dire, effectivement. C'est la défense que vient de faire Alexandre Vincennet d'une certaine idée de la classe politique, ça se heurte finalement à votre dégagisme, où il y a un côté presque tous pourris, non, mais il faut assumer ses convictions. Moi, il est faux de dire que je suis un apparatchik, etc. Nous, on a... On vous a connu candidat à Lyon, par exemple, et pas forcément municipal, effectivement, sur cette circonscription. Avec de la souffrance, avec des dons, avec peu de finances, avec des mouvements faits de briques et de broc, et surtout une intelligence collective. Il faut comprendre tout cela. Moi, j'étais étudiant, je suis originaire de Haute-Savoie à la base, de parents étrangers, donc... je suis un peu partout finalement, et j'ai été étudiant, j'ai travaillé 2 ans à Vénissieux, en parallèle d'un engagement politique, donc j'ai respecté un certain principe d'être dans la vie réelle, d'être aux côtés des habitants. Hier soir, il y avait des insoumis de la 7e circonscription qui sont allés voir des jeunes aux alentours de 23h au Mas du Taureau à Vaux-en-Velin. Moi j'étais à Rieux jusqu'à presque 1h du matin. Qu'est-ce qu'ils me disent les jeunes? Ils me disent, pas d'accord avec tout sur le programme de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, il y a une chose, c'est que vous venez au moins. Vous venez, et même pour ce fait, on a un certain respect. C'est ça le renouvellement des pratiques. Quand je parle de l'enveloppe parlementaire, une fois élu député, le 19 juin,
j'appelle un huissier de justice et je tire au sort, sur la base des listes électorales, 10, 20 citoyens qui vont contrôler et gérer en toute transparence l'enveloppe parlementaire qui aujourd'hui n'a ni contrôle ni transparence. La moralisation de... Si, l'enveloppe parlementaire, la réserve si vous parlez Mais de la réserve 9500 parlementaire, euros. on sait ce dont il en est fait. Ah bon En revanche, l'IRFM, si c'est de l'IRFM dont vous l'IRFM. parlez, effectivement, là-dessus, il y a une Eh ben, opacité totale. je fais un tirage au sort sur la base d'un huissier pour gérer cette enveloppe, donc l'IRFM. Et je communique en toute transparence sur où est-ce que cet argent va, pourquoi, pour quel intérêt collectif. C'est ça aussi renouveler les pratiques de la politique aujourd'hui. Vous avez choisi la circonscription la plus favorable, puisqu'on a vu Jean-Luc Mélenchon arriver en tête au premier tour. Est-ce que ça fait partie de la nouvelle vie politique ? Écoutez, je milite quand même sur la 7e depuis avant le fait que Jean-Luc Mélenchon soit premier, puisque si on avait dit en 2015 que Jean-Luc Mélenchon était premier et que le Parti Socialiste serait à 8% dans une ville qu'il gère comme Vaux-en-Velin, personne n'aurait cru. Donc aujourd'hui, effectivement, on est en tête. On va voir les gens de manière à ce qu'ils puissent transformer l'essai, puisqu'aujourd'hui, les élections législatives sont même presque plus importantes que les élections présidentielles. On a une multitude de médias qui nous expliquent que Emmanuel Macron séduit le monde entier et l'univers et qu'il va être premier avec une majorité jamais vue. Très bien, mais quand on regarde les résultats, au premier tour, les électeurs de M. Macron, il y en avait 1 sur 2 qui étaient convaincus par son projet. 1 sur 2. C'est le taux le plus bas de tous les candidats. Jean-Luc Mélenchon, c'était 84% de gens convaincus par le projet. Et cerise sur le gâteau, malgré cela, Emmanuel Macron souhaite détruire le Code du travail sur la base d'ordonnances, sans débat, en été, je vous ai entendu avec dire... uniquement le MEDEF qui est content, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un organe qui est au courant, voire celui qui l'a écrit, c'est le MEDEF. Je vous ai entendu dire, j'étais à Rieux, j'ai vu les jeunes, ils m'ont dit merci d'être venus. Ça veut dire que par exemple le maire de Rieux ne vient pas ? Probablement. Nous, on était à Vaux-en-Velin, parce que la circonscription, c'est pas uniquement Rieux, c'est pas uniquement Vaux-en-Velin, c'est aussi Bron, on ira ce soir. C'est Sathonay-Village, c'est Sathonay-Camp, c'est tous ces territoires finalement périurbains, on va dire, en dehors des villes, qu'on oublie souvent. On va peut-être parler d'emploi et d'économie, mais notre banlieue Est, globalement, et M. Vincendet va être d'accord, c'est le poumon économique de la métropole de Lyon, avec paradoxalement un chômage énorme, bien plus fort que la moyenne nationale. La moyenne nationale est presque de un peu moins de 10%, on va dire. C'est 1 point de moins sur la métropole de Lyon et c'est presque 21-22%, voire parfois 24% sur Vaux-en-Velin. Il y a un paradoxe qui est énorme et ça, c'est ça être insoumis, c'est être insoumis à ce contexte et donner de la volonté politique pour parvenir à de meilleurs résultats puisque tout est réuni sur cette circonscription pour réussir. On va parler d'emploi. Alexandre Vincendet, comme tous les candidats aux législatives et comme tous les partis, voulait en finir avec le chômage de masse. Il y a cette loi travail. Est-ce que pour vous, c'est une bonne réponse ? Est-ce que vous, député, vous la voteriez ? Je pourrais la voter. Moi, je suis pour qu'on libère un petit peu les énergies. C'est peut-être ce qui nous différencie avec M. Cotarac. Par contre, il y a une chose. Si c'est uniquement pour parler du côté des chefs d'entreprise et pas parler des salariés, là, par contre, moi, ça me pose un problème de fond. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il faut desserrer le carcan administratif, il faut desserrer le carcan fiscal, il faut desserrer le carcan réglementaire sur les entreprises. Quand vous avez dans notre pays beaucoup d'entrepreneurs qui restent à 49 salariés, qui n'osent pas passer à 50 parce qu'il y a des effets de seuil qui se déclenchent, des charges supplémentaires, des contraintes supplémentaires, en effet, ça, il faut le faire sauter, parce qu'en fait, ce ne sont pas les grands groupes qui créent dans nos territoires de l'emploi, ce sont les PMI-PME. Ces PMI-PME, il faut qu'elles soient conquérantes. Donc bien sûr qu'il faudra libérer les énergies. Et pourtant, vous, en tant que maire, vous battez dès que possible pour faire venir les grands groupes. Attendez, il n'y a pas seulement que des grands groupes qui viennent. Moi, j'ai aussi des PME extrêmement innovantes qui viennent dans ma commune. On prend le cas de Medicrea, qui est un très beau dossier qu'on a réussi à sortir avec mon équipe en tout début de mandat. On a fait venir le siège social ainsi que l'unité de production. Et aujourd'hui, c'est 150 emplois. À terme, 250 emplois. Ce n'est pas une multinationale extraordinaire avec 4000 collaborateurs. C'est une PME, une industrie de pointe. Ils sont leaders mondial sur leur créneau qui est la prothèse pour colonne vertébrale. Ils sont les premiers au monde à faire des prothèses en imprimante 3D et en titane. Bon, voilà, c'est quelque chose d'innovant. Et eux, ils créent de l'emploi sur nos secteurs. Quand vous faites venir des succursales de grands groupes, mais c'est des directions spécialisées sur un secteur particulier, des marchés de niche, vous créez des emplois locaux. Je pense à l'Autrichien Bauer qui a mis sa succursale française à Rieux, par exemple. Et c'est plusieurs dizaines d'emplois créés. Quand vous avez la direction régionale d'Engie, qu'on a fait venir également l'année dernière, c'est des emplois locaux, c'est pas des emplois délocalisables. Ce que je veux dire, c'est que par contre, de l'autre côté, si on ne parle pas aux classes moyennes et populaires, celles qu'on oublie depuis des années,
sauf quand c'est pour leur annoncer de nouvelles hausses d'impôts, de nouvelles réglementations, de nouvelles charges, de nouvelles normes, ou alors pour leur expliquer qu'elles sont trop riches pour être aidées, quand bien même elles n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Eh bien là, à partir de là, on ne marche pas sur ces deux jambes. Et si on veut réussir la réforme du Code du travail et du monde du travail, il faudra marcher sur ces deux jambes. Par exemple, il y a une chose, je peux avoir une petite spécificité dans ma famille politique, en tout cas par rapport aux plus libéraux, c'est que moi je veux qu'on remette à plat la directive des travailleurs détachés. Il n'est pas normal que des entreprises se fassent de la marge sur le dos des travailleurs français. C'est un chantier lancé par le président Emmanuel Macron. Ça j'attends de voir, parce que jusqu'à maintenant, depuis l'élection, et ça a été le cas d'ailleurs aux primaires dans ma famille politique, disons les choses, ça a été un moment plus libéral que moi, tu meurs. Ce pays, aujourd'hui, est un vieux pays qu'il faut réformer, et je pense que l'État ne doit pas être un gérant, il doit être un garant. On doit mettre cadre. On doit mettre des règles du jeu pour tous et qu'ils soient les mêmes pour tous. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais pensez aux travailleurs français, aux chômeurs de Vaux-en-Velin, de Bron ou de Rieux, même des Deux-Satonnais, qui se voient, en guillemets, laissés sur le carreau parce qu'un chef d'entreprise a choisi d'aller chercher un Bulgare qui coûte moins cher que l'entreprise ou l'entreprise paye les charges dans le pays d'origine et qui est donc exploité sur notre territoire et que lui reste sur le carreau, lui trouve ça injuste, mais en plus derrière, il peut nourrir un sentiment d'agression depuis l'extérieur. Ça veut dire que c'est le marché libre, la concurrence, la loi de la jungle. Non, il y a un moment, bien sûr qu'il faut qu'il y ait de la concurrence, il faut qu'il y ait une loi du marché, mais il faut qu'elle soit encadrée. Sinon, on va arriver encore à des dérégulations comme on l'a connu en 2008. Si en 2008, tout le système a failli exploser, c'est qu'à un moment, on a tellement laissé les choses se faire que finalement, c'était la loi du plus fort, sauf que quand le plus fort se casse la figure, tous les petits dégringolent avec. Vous, sur la loi travail, sans trop m'avancer, j'imagine bien que vous ne la voteriez pas si vous étiez élu député. Déjà sur la forme, je le dis souvent, mais Victor Hugo disait que la forme c'était le fond qui remontait à la surface. On a Emmanuel Macron qui nous dit qu'il va aller vite, qui rencontre les syndicats des travailleurs, qui aujourd'hui découvrent qu'il y a des fuites dans la presse et nous disent que le gouvernement ment ou avance masqué. Et on a de l'autre côté le syndicat des grandes entreprises, le CAC 40, pas les TPE et les PME, le MEDEF, qui dit qu'il est ravi par cette loi et qu'il faut aller au plus vite possible avant qu'il commence à pleurnicher comme d'habitude. Donc on voit bien de quel côté le gouvernement va et on voit bien que chaque ligne du Code du travail qui est une lutte, ça fait partie de l'histoire de France aujourd'hui, eh bien on souhaite la réduire à néant pendant l'été, à coup d'ordonnance. On a une inversion de la hiérarchie des normes dans laquelle la loi passera en dessous dans son efficacité juridique qu'un accord d'entreprise. Les Français ont d'une certaine manière déjà voté pour cette loi travail. C'était bon la présidentielle. Ils ont choisi le candidat qui portait ce programme. Ah bon, ils ont voté contre. Et ils vont confirmer probablement aux législatives. Je crois que vous vous trompez. C'est qu'Emmanuel Macron disait qu'il fallait voter pour lui parce qu'on était d'accord avec son projet, en sachant pertinemment que les gens allaient voter pour rejeter le Front National. C'est-à-dire que dès ce moment-là, il savait déjà que les Français rejetteront, ils ont rejeté la loi El Khomri, je ne vois pas pourquoi ils ne rejetteront pas une loi qui sera 2 fois pire. Aujourd'hui, on nous dit... Et pourquoi vous, cet argument de libérer les énergies, vous n'y croyez pas? Mais il faut libérer les esprits et les énergies, mais pas forcément les entreprises. Comment on les libère? Alors, M. Vincent Day, c'est peut-être une différence qu'on a, il nous dit que l'État doit être garant. Très bien. Moi, je vais plus loin, je pense que l'État doit être un précurseur de nouvelles filières. Libérer des nouvelles filières. Aujourd'hui, sur notre circonscription, je le dis à chaque fois, on a une population qui est beaucoup plus jeune qu'ailleurs, on a une population qui est dynamique, on a des jeunes qui sont polyglottes, parfois originaires du Cap-Vert en sachant parler portugais, parfois l'arabe du Maghreb, parfois l'italien, parfois le portugais. Eh bien, il faut faire en sorte qu'au lieu d'être le dernier wagon du pays, en étant toujours avec les derniers chiffres et vouloir recopier les autres, il faut inverser le sens du train de manière à ce que notre circonscription, parce qu'elle en a la capacité, elle a les compétences, elle a toute cette jeunesse, soit la locomotive qui fasse les nouvelles filières. Moi, je pense à la cybersécurité. On sait que dans la métropole de Lyon, il y a à peu près 17 000 emplois qui vont être développés ou qui sont déjà développés là-dedans. Seulement, les emplois publics sont beaucoup plus faibles que les emplois privés. Une école de la sécurité, d'ailleurs, qui cherche à s'implanter, y compris sur ma commune, puisque j'étais en... Mais je le ferai sur votre commune aussi, vous rassurez-vous. Aucun problème. Voilà. Cybersécurité, c'est quoi? C'est protéger notre savoir-faire, parce qu'aujourd'hui, les batailles et les concurrences entre entreprises sur les brevets et compagnie, c'est de la cybersécurité. Cybersécurité par rapport aux attaques terroristes, on y reviendra peut-être là-dessus. L'économie de la mer, parce qu'il faut former demain des jeunes au transport écologique fluvial, au transport écologique maritime, former de futurs formateurs pour gérer les littoraux, notamment sur l'ensemble de la Méditerranée. Bref, l'État doit lancer ces nouvelles filières et ensuite il y aura des entreprises privées qui, bien évidemment, comme c'est expliqué, il y a un écosystème économique et c'est ça qu'il faut lancer. Donc libérer les esprits, oui, mais libérer vers un avenir en commun. De l'économie de la mer, oui. Quand je vois la situation géographique de la 7e circonscription, ça ne me saute pas toujours aux yeux, le lien avec l'économie de la mer. Je vais vous l'expliquer. Dans notre circonscription, puisque je veux lancer une nouvelle filière sur l'aérospatiale, il y a des entreprises qui construisent des matériaux, notamment pour les satellites et pour l'aérospatiale.
vous n'allez pas leur dire, mais pourquoi vous ne faites pas ça sur la station internationale dans l'espace? Non, il faut bien le faire sur Terre. Aujourd'hui, les éoliennes, par exemple, notamment celles qui sont installées en mer, elles sont construites sur le territoire de Belfort, donc c'est-à-dire à l'autre bout de la France. Donc on voit bien qu'il y a un véritable lien. Moi, ce que je souhaite faire, c'est que sur toute la vallée du Rhône jusqu'à Marseille, eh bien, nous développions toute cette filière de l'économie de la mer. Ça passera par notre circonscription qui en sera la source, et ça finira sur Marseille et sur la formation de toute la Méditerranée. Mélenchon et une continuité Nous insoumise. aurons Didier Thévenot dans la Drôme, nous aurons Jean-Luc Mélenchon, Sarah Swahili et j'espère le plus grand nombre de députés. J'ai reçu hier, et j'en suis ravi et ému, le soutien du député européen Younous Amarji. Les DOM-TOM doivent être aussi précurseurs dans l'économie de la mer, puisqu'on a le 2e territoire maritime au monde. La Réunion avait commencé, c'est la Martinique aujourd'hui qui a repris, la Guyane c'est l'aérospatiale. Voilà, je souhaite d'ores et déjà travailler en partenariat avec les députés de l'outre-mer. Une question pour vous deux, sur finalement, vous en avez parlé l'un et l'autre, de ce problème sur l'accès au travail pour les jeunes, notamment les jeunes des quartiers. Très rapidement, comment vous pouvez leur dire, moi député, vous arriverez plus facilement sur le marché du Il y travail? a deux choses, c'est que en fait, l'expérimentation que j'ai menée au niveau de ma commune, qui montre qu'il y a des choses, des expérimentations qui peuvent marcher. Après, si on veut que ça marche et l'étendre sur l'ensemble d'un territoire, que ce soit une circonscription ou même nationale, c'est passé par une législation spécifique. Je prends le dispositif Deuxième Chance. Aujourd'hui, vous avez quelque chose de très uniformisé avec Pôle emploi d'un côté, la mission locale de l'autre, etc. C'est très bien tout ça. Sauf que vous avez beaucoup de jeunes qui sont sortis des écrans radars. Dans nos quartiers, vous avez des jeunes qui sont déscolarisés depuis l'âge de 15 ans, qui n'ont pas de diplôme, qui sont au chômage, qui vivent de commerces un petit peu illégaux, disons les choses aussi telles qu'elles sont, qui sont sortis de tous les écrans radars, qui ne sont plus pris en charge par les associations, qui tiennent les murs. On a mis en place le dispositif Deuxième Chance. Qu'est-ce que c'était à l'époque? On s'est mis d'accord avec Jean-François Carenco pour dire Rieux est une terre d'expérimentation, allons-y. On a pris une dizaine de jeunes en file active, qui ne sont plus des numéros de dossier administratifs, mais qui sont pris comme tout un chacun, c'est-à-dire pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des êtres humains. Ils sont suivis de façon personnalisée par un chargé de mission. Ça nous coûte, on a présenté ce dispositif en préfecture, ça nous coûte environ 30 000 € par an, voilà, entre tout ce qu'on met en place. D'abord, on leur met le pied à l'étrier avec un premier travail. On signe un contrat avec eux. Les droits et les devoirs. Ils ont le droit d'être aidés, c'est la Deuxième Chance, on tend la main, mais de l'autre côté, il y a des devoirs. Se respecter eux-mêmes, ça commence par là. Respecter les règles, respecter les horaires, respecter la hiérarchie, respecter le contrat moral qu'on passe ensemble. S'ils sortent du contrat, premier carton jaune, le deuxième c'est le carton rouge, c'est la porte. Jusqu'à maintenant, il y a eu quelques cartons jaunes. Il n'y a jamais eu de carton rouge. Il y en a un seul qui va arriver peut-être. Mais aujourd'hui, au bout d'1 an et demi d'expérimentation, c'est près de 25 jeunes qui ont été pris en charge. Et tous ces jeunes, dont certains qui ont, là on en fait rentrer 2, qui sortent de prison. Certains jeunes qui ont un passé lourd. Une fois qu'ils sont pris en charge, que vous leur mettez des règles, et qu'en plus derrière, vous faites en sorte que ces règles soient respectées, c'est 95% de réussite. Ils ont tous aujourd'hui soit un diplôme ou une formation qualifiante, ils ont un CDD longue durée ou un CDI. Et ça veut dire que finalement, si vous arrivez justement à aller chercher ces jeunes et à les mettre dans des filières qu'ils découvrent, ils peuvent révéler leur talent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est systématiser dans tous les investissements publics les clauses d'insertion. C'est essentiel. Si vous ne le faites pas, vous laissez beaucoup de gens sur le carreau. C'est pour ça que derrière, quand vous faites de l'argent public, vous mettez de l'argent public dans des grands projets, il faut que cet argent public-là aille aux destinations de ceux qui cherchent réellement un emploi. Passer par des clauses Molière? Par exemple, mais attendez, ça en fait partie. Il y a un moment, j'ai entendu dire certains, la clause Molière, c'est xénophobe. Non, la clause Molière, ça permet, ça permet un moment simplement de dire, ça impose aux gens de parler français sur un chantier. Enfin, excusez-moi, mais on peut même parler de la loi de travail. Il y a une chose, par exemple, qui me dérange, c'est que sans la loi de travail, on nous explique que les normes de sécurité dans les entreprises, elles vont être négociées dans l'entreprise et pas au niveau national. Moi, ça me pose un problème, parce qu'en fonction de l'entreprise où vous êtes, le danger est le même si vous êtes dans la métallurgie ou si vous êtes sur une industrie lourde. Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement les mêmes dangers. C'est pas à la carte. C'est pour ça que derrière, si vous voulez, j'ai un peu perdu le fil. Ouais, du coup, Monsieur Vincent, vous avez raison sur le fait que la loi travail va casser la protection que la République doit garantir à chaque travailleur. Ça, c'est une certitude. Juste pour revenir, si vous permettez, vous avez retrouvé l'idée. non, allez-y. Allez, non. Non, c'est sur l'insertion et l'emploi. Quand je suis allé rencontrer déjà, notamment cette fois-ci de Vaux-en-Velin, plus de Rieux, aujourd'hui, on a des structures qui sont privées et qui font le lien entre des jeunes diplômés des quartiers populaires et des entreprises. Généralement, ça marche. C'est jamais l'État qui le fait. Les missions locales, notamment, n'ont même plus de débouchés. Quand vous avez le bac, on vous enlève des écrans. C'est bon, vous trouverez quelque chose.
c'est pas tolérable. Enfin, il faut donner un peu d'ambition. Et ça commence très tôt. Quand vous avez dans les lycées professionnels des stages obligatoires, notamment pour les secondes, les premières et les terminales qui dépendent de la réussite finalement. On a aujourd'hui dans la métropole 30 000 lycéens de bac professionnel qui n'ont pas de stage puisqu'ils n'ont aucun débouché. Donc le jeune, il va dans le snack du coin, chez le coiffeur. C'est ça c'est la réalité des choses. Et ça coûte pas cher pour les experts comptables de la politique de faire en sorte qu'on ait un partenariat entre l'éducation nationale, la région, puisque c'est les lycées, et les structures locales et les lycées, pour que des entreprises qu'on subventionne aient le devoir d'accueillir 1, 2, 3 stagiaires en fonction de la taille de la subvention ou en fonction de la taille de l'entreprise. Il faut donner envie à ces jeunes-là. Et je finirai juste sur une chose. On souhaite lancer de nouvelles filières. Je le disais tout à l'heure, l'aérospatiale, le numérique et la mer. Je sais très bien, et tout le monde le sait, qu'il n'y a pas d'autre alternative au fait qu'on peut lancer la cybersécurité. Personne ne le lance vraiment. Nous, on va le faire parce qu'on sait que c'est une filière d'avenir. L'économie de la mer, c'est pareil, et l'aérospatiale, c'est d'actualité, donc encore plus. Les entrepreneurs, j'ai visité le salon de l'industrie, sont tout à fait d'accord avec nous sur le fait que l'État doit lancer les projets. C'était le cas pour Ariane, TGV, Airbus. Et ensuite, c'est tout l'écosystème qui est finalement en vie. Pour nos habitants, lancer ces nouvelles filières va faire en sorte que les entrepreneurs, quand il y a un vrai marché d'avenir, où il y aura possibilité d'emploi, possibilité de gagner des bénéfices, eh ben, il se lancera. Si le projet est bon, l'entreprise... Si je peux revenir sur la clause Molière, parce que du coup, c'est là-dessus. Je vais revenir parce que j'y suis opposé. Mais sur la clause Molière, je veux dire, le problème, c'est que sur un chantier, c'est là-dessus où après j'ai bifurqué sur la règle avec la sécurité. Le vrai problème, c'est que si des personnes, par exemple sur des chantiers compliqués, ne parlent pas la même langue et ne se comprennent pas, ça peut arriver aussi à des situations dramatiques. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut être sûr que sur les chantiers, les personnes aient la même formation et la même qualification pour le même travail. C'est ce que je veux dire. Le but, encore une fois, c'est essayer de lutter contre les travailleurs détachés. Laurent Wauquiez l'a fait à la région. Je sais que M. Cotarac est un opposant à M. Wauquiez. On ne peut pas lui en vouloir. Je ne me vends pas pour un plat de lentilles. C'est ce que vous avez dit. Mais généralement, il en vend Wauquiez puisqu'il met que ça. Fustel Dupuis. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, c'est une des façons de lutter contre le travail détaché. Encore une fois. Si je peux me permettre, c'est juste... Allez-y, vous êtes je là pense pour que ça, M. Vincent il est sincère. Et Mme Keder est pour la directive des travailleurs détachés, puisque si vous écoutez bien M. Macron, il ne dit pas qu'il va revoir la directive des travailleurs détachés, il est contre le travail illégal au sein de la directive des travailleurs détachés. C'est-à-dire que ceux qui respectent la directive des travailleurs détachés, pour M. Macron, pas de problème. On tue l'emploi local, on tue les réseaux de TPE, PME, il n'y a pas de souci. C'est quand c'est illégal que là, il veut sanctionner. Mais moi, c'est pas ça. Heureusement qu'on moi, je veux mettre fin illégal. à la directive des travailleurs détachés. Sur M. Wauquiez, ce que je lui dis à M. Wauquiez, c'est qu'il est hypocrite. C'est son parti au Parlement européen qui a voté à 3 reprises cette directive des travailleurs détachés. Donc, qu'il fasse le ménage, faites le ménage dans votre parti, M. Vincent Day, avec M. Wauquiez, et puis peut-être qu'on pourra débattre plus sainement. On a le Premier ministre qui est les Républicains, qui n'est probablement pas de la même tendance que M. Vincent Day, qui est aujourd'hui Premier ministre. Qui est plus chez nous maintenant. Ah, il est plus chez vous, vous l'avez expliqué. Non, mais voilà. Monsieur Vincent Day, la dernière fois qu'on a débattu, il citait Napoléon, si je me souviens. Napoléon disait, c'est pas quelqu'un que j'ai dans le cœur, mais gouverner, c'est prévoir. L'économie, c'est ça. Il faut partir du haut. Les traités TAFTA, CETA, directive des travailleurs détachés. On a 3 entreprises sur 4 dans notre pays qui délocalisent au sein même de l'Union européenne. Et ce qui est formidable en France, c'est qu'on ne peut pas dire du mal de l'Union européenne parce qu'on est tout de suite taxé de nationalistes. Nous, à la France Insoumise, c'est pas le cas. Quand il y a des problèmes, on les pose sur la table, on ne met pas la poussière sous le tapis. Si ça ne marche pas, il faut renégocier l'ensemble de ces traités, tout simplement. Et puis on peut commencer à balayer, en ce qui concerne l'Union européenne, plutôt qu'aussi de dire c'est toujours la faute de l'Europe. Il y a un autre problème, c'est la façon dont la haute administration française retranscrit les directives européennes. Puisque c'est un débat très compliqué. Oui, mais c'est un vrai débat. Mais jusqu'au bout. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont pénalisées parce que l'administration française, simplement pour finir là-dessus, parce que je pense que c'est important aussi, c'est que le problème, c'est que la haute administration française retranscrit les directives européennes avec les règles les plus strictes, quand nos voisins allemands et d'autres de nos amis européens retranscrivent la directive européenne avec les règles les plus souples. Forcément, on se retrouve pénalisé. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faudra aussi remettre cela à plat. On va maintenant évoquer le thème de la banlieue, puisque finalement, c'est l'une des composantes les plus importantes de cette 7e circonscription, avec des villes comme Rieux-la-Pape, comme Bron, comme Vaux-en-Velin, qui sont dites des villes de banlieue, des quartiers populaires. Alexandre Vincent Day, Andrea Cotarac, il y a eu des milliards d'euros investis sur des dispositifs, vous en avez parlé tout à l'heure, en rue 1, en rue 2.
Quel bilan vous faites, vous, Andrea Cotara? Qu'est-ce qu'il faut changer, puisqu'il y a ces milliards qui ont été investis pour un résultat qui ne saute pas toujours aux yeux? Ce qui me saute aux yeux aujourd'hui dans le contexte actuel, c'est qu'on n'a ni ministre, ni secrétaire d'État à la politique de la ville. Ni ministre, ni secrétaire Je ne d'État sais pas ce que va devenir pour le logement. l'ANRU 2. C'est-à-dire que sur des sujets aussi importants pour des territoires comme ceux-ci, Madame Keder aura du boulot à faire, puisqu'ils n'ont même pas de ministres qui vont être en charge uniquement de sujets comme le logement ou comme la politique de la ville. Alors est-ce que c'est le bilan catastrophique de Madame Geoffroy qui fait qu'ils ont enlevé complètement secrétaire à la ville ou à la politique de la ville? Peut-être. En tout cas, aujourd'hui, le gouvernement Macron, ce n'est pas une thématique très intéressante, ni l'environnement, ni le logement. Qu'est-ce qu'il faut faire alors, puisqu'on va rentrer, on arrive bientôt à la fin de cette émission, on va rentrer dans le concret. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces banlieues deviennent des territoires comme les autres? Pour moi, non seulement ils peuvent être comme les autres, mais à mon avis, ils peuvent être meilleurs que les autres. Je le disais tout à l'heure. Il est vraiment possible, parce que tous les faisceaux d'indices et tout le montre, que nos territoires peuvent être des pôles de référence et d'exemplarité. Je disais tout à l'heure sur la nouvelle filière. C'est nos habitants qui pourront bénéficier de nouvelles filières qui marcheront forcément, qui fonctionneront forcément. La rénovation urbaine, on peut quand même encore dire on en parlera. Aujourd'hui, à la France Insoumise, on souhaite un plan de rénovation thermique des bâtiments. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez extraordinaire dans notre pays, c'est que c'est les familles les plus modestes qui payent le plus leur facture énergétique parce que leurs logements sont mal isolés. Là aussi, il faut lancer une nouvelle filière. Pour nos habitants, ce sont des emplois non délocalisables. Vous savez que pour un logement rénové, c'est 2 emplois pour le BTP qui sont créés. Et c'est des emplois locaux. On ne peut pas délocaliser un immeuble en Chine pour qu'il soit retravaillé puis le faire revenir. Donc c'est vraiment sur nos territoires. C'est utile pour l'emploi, c'est utile socialement, ça fait baisser les factures des familles modestes, et c'est utile écologiquement, puisqu'on va baisser de 60% l'énergie consommée actuellement. Alexandre Vincent, une question, quel bilan de ces années de politique de la ville et qu'est-ce qu'il faut changer? Le problème, c'est qu'on n'est pas, je pense, allé assez loin. Il faut partir déjà d'un constat simple. Pourquoi on a besoin de rénover urbainement ces villes? Prenons l'exemple de ce que je connais le mieux, Rieux-la-Pape, est-ce qu'on a engagé on a des quartiers, on a la ville nouvelle qui s'est érigée dans les années 60, près de 80% de logements sociaux. C'est le 8e plus grand QPV de France en termes de population. Peu de personnes le savent. On a plus de taux de logements sociaux à Rieux-la-Pape qu'il y a même à Vaux-en-Velin. Le problème, c'est que déjà, il faut faire revenir la République dans ces quartiers. Faire revenir des services publics. En général, dans ces quartiers, j'ai 2 quartiers 100% logements sociaux. Les derniers services publics qui restent, c'est souvent l'école, premièrement. Et l'école, en général, est découpée sur le quartier. Quand vous avez un quartier qui est 100% logement social, qui est donc paupérisé, et disons les choses, depuis 30 ans, les politiques de droite comme de gauche ont entassé dans ces quartiers des populations qui étaient, on va dire, monocolores. Elles avaient toutes les mêmes origines, les mêmes problèmes sociaux, les mêmes religions. Résultat des courses, vous avez quand même des mères et des pères de famille qui viennent me voir en tant que maire en me disant « Monsieur le maire, je veux que mon enfant s'intègre. Je suis arrivé en France il y a 15 ans, mon fils a 6 ans, je vais le mettre dans l'école privée de la ville parce qu'il n'arrive pas à s'intégrer. » Donne plus de subventions. Vous êtes mauvaise langue. Mais derrière, c'est simplement pour dire que mon fils ne s'intègre pas dans l'école puisque finalement, j'aimerais bien... Je reprends une phrase exacte qu'une mère de famille de confession musulmane et représentant la diversité m'a dit « J'aimerais bien qu'il y ait plus de petits blancs dans mon quartier ». Le problème, c'est qu'on a créé des ghettos. Et si vous ne désenclavez pas, vous n'ouvrez pas, la communautarisation enferme là où la mixité va ouvrir. C'est simple, il faut en finir avec ces barres inhumaines de 14 étages dans un état de dégradation souvent déplorable. Vous vous rendez compte que maintenant on est même stigmatisé, même plus en fonction du quartier où on habite, mais de l'immeuble où on habite. Le but, c'est de reconstruire ces quartiers, faire des immeubles beaucoup plus bas, taille humaine, 3-4 étages, que vous ne fassiez plus la différence entre l'accession sociale, l'accession libre et l'immeuble en logement social, première chose. Deuxième chose, je pense qu'il faudra modifier la loi SRU, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez un plancher qui impose aux communes 25% de logements sociaux, il faudra que dans certains quartiers, on impose un plafond, pas plus de 50% de logements sociaux, quand vous partez à 100%, ça fait une sacrée baisse. Et de l'autre côté, il faut travailler, sur le parcours résidentiel. Dans ces quartiers, vous avez des personnes qui habitent ici depuis 40 ans et qui habitent des logements immenses, qui sont aujourd'hui âgés, qui ont 60, 70, 80 ans, qui habitent des T4, des T5, des T6, voire des T7, et qui sont tout seuls, mais qui sont toutes seules. Et derrière, c'est que derrière, on suit le parcours de vie. Vous n'avez pas les mêmes besoins de logement. Si vous n'avez pas la possibilité d'être propriétaire, forcément, vous devez être logé
souvent dans le parc social. Mais à partir de là, on accompagne les familles. La vie change, il peut y avoir des séparations, il peut y avoir des familles recomposées. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand on arrive en fin de vie, vous n'avez plus besoin d'un T5, d'un T6 ou d'un T7, vous avez besoin d'un T2, d'un T1 bis, parce que vous avez du mal à payer vos loyers, la retraite est plus petite, vous avez un certain nombre de charges dues aux dépenses de santé, etc. Première chose. Deuxième chose, c'est aussi, et je finis par là, c'est ce qu'on a mis en place notamment à la ville de Rieux, c'est aider aussi au parcours du propriétaire. On met des primes en place. Pourquoi derrière ne pas remettre des mécanismes législatifs pour permettre, y compris aux plus modestes, de devenir propriétaire? Devenir propriétaire, c'est se protéger des accidents de la vie, c'est conserver son pouvoir d'achat une fois qu'on est retraité parce qu'on n'a plus de loyer à payer puisqu'on a payé son prêt immobilier tout au long de sa vie d'actif. Et troisième chose, c'est qu'on peut transmettre à ses enfants, y compris si on a eu des revenus modestes toute sa vie, le fruit d'une vie de travail. Et je pense que ça devrait devenir un droit inaliénable. J'avais l'impression que vous vouliez réagir au modèle RIAR présenté par M. Vincendet. Ce que dit M. Vincendet, il n'y a rien de nouveau finalement. Maurice Charrier avait déjà lancé, vous lui avez dit, je crois personnellement, voilà donc communiste. Des choses. Maurice Charrier n'est pas communiste. Ou alors M. Cotarac m'a rejoint du côté de la rive droite. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi, quand on prend un peu de hauteur, des situations encore plus urgentes. Des enfants scolarisés qui n'ont pas de toit. On l'a sur nos territoires il y en a quelques-uns aujourd'hui. Donc ce sont des familles quand même à l'abandon. Et puis quand vous vous baladez en banlieue, que ce soit à minuit ou plus tôt dans l'après-midi, vous constatez que quand vous êtes en ville, il y a une certaine stigmatisation des zones périurbaines, alors que vous avez une jeunesse qui a une réelle conscience politique, c'est aussi les quartiers où on vote le moins. Une finesse d'esprit sur ce qui se passe. Oui, mais beaucoup de gens aujourd'hui dans la Ve République commentent à l'issue, donc le dimanche soir des élections, pourquoi les gens ne sont pas allés voter. Alors il y en a qui disent parce qu'il faisait pas beau, d'autres qui disent parce qu'un tel a fait ceci ou cela. Non, je crois qu'il y a une abstention qui est réellement aujourd'hui politique. Quand on a des cas comme Cahuzac, des cas comme M. Thévenoud, quand on a finalement un oubli total gentil avec M. Vincendet, hein. Des promesses qui ont été faites. Monsieur Fillon... il n'a pas été condamné pour l'instant. Vous auriez pu me sortir Monsieur Copé, je vous aurais répondu qu'il avait été blanchi et sorti du dossier. Voilà. Il y a des pains au chocolat. C'est obligé. Oui, c'est un incontournable. Non mais il ne faut pas stigmatiser tout ça. Et fois, vous ne l'avez pas sorti, je le sors moi-même. Je crois réellement que tous les faisceaux d'indices sont réunis pour faire des zones périurbaines, vraiment un pôle de référence, un pôle d'exemple sur de nouvelles filières. C'est ça qui est très important. Il y a des choses et des talents dans cette circonscription qu'on n'a pas ailleurs en France. Et dernière chose, parce que c'est normal, M. Vincendet, il parle aussi de son bilan à Rieux. Très bien, il est maire, donc il est le premier acteur connu. Mais moi, je regarde sur la France. Et vous, quand on aime bien ce qu'il fait à Rieux, vous avez l'impression que tout est aussi beau que ce qu'il nous explique? Évidemment que non, mais on pourra en discuter tout à l'heure. Ce n'est pas une élection municipale ici, et puis j'ai aucunement l'intention de m'installer à Rieux. Vous inviterez M. Gauquelin, peut-être qu'il voudra revenir après 15 ans. Bon, bref. On aime bien en France diviser les territoires. On a les habitants des banlieues, comme vous dites, les habitants du monde rural. Le Front National aime bien aussi parler des femmes et des soins sur l'IVG en le comparant aux aspirines. On aime bien diviser tout le monde, ça fait plaisir, puis ça fait des voix. Aujourd'hui, il y a des problématiques qui sont spécifiques sur ce type de territoire, c'est vrai, mais il y a aussi un faisceau d'indices qui sont concomitants avec le monde rural, un chômage de masse, des suicides, une consommation d'antidépresseurs beaucoup plus forte que la moyenne, un manque de services publics, un manque de commerce de proximité. C'est ça que les gens ils veulent, c'est un peu de dignité finalement. Un logement digne, isolé, un commerce, un emploi. Des équipements ils ne demandent pas à être millionnaires, comme c'est le cas de M. Macron qui dit que à la maternelle, le premier rêve d'un enfant, ça doit être d'être millionnaire. Je ne partage pas du tout ce point de vue-là. Pas forcément à la maternelle, c'était un peu plus tard. D'accord, bon, c'est M. Sarkozy, je crois, qui voulait la prévention depuis l'école maternelle. Alors, peut-être j'ai confondu la détection des enfants à problème dès la maternelle. Deux familles politiques. Alors par contre, si on veut parler d'une chose, c'est notamment le médico-psychologique. Dans les quartiers où il y a un vrai problème. Au menu du jour. Je pense, oui, mais dans les quartiers populaires, c'est un vrai sujet. Parce qu'on a souvent aussi le choix de la répression bête et méchante, quand des fois, en effet, alors il y a des vrais voyous, il va falloir taper dessus, mais de l'autre côté, il y a aussi des réponses médico-psychologiques à apporter. On parle de ces banlieues comme des zones de non-droit, notamment le nouveau ministre de l'Intérieur, le Lyonnais Gérard Collomb, a promis de mettre fin à ces zones de non-droit. C'est une promesse récurrente, tous les gouvernements se sont cassés les dents dessus. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour en finir avec, quand vous disiez tout à l'heure, la République est absente de ces territoires, ça passe par quoi? Du courage politique, premièrement. Encore une fois, alors moi je le vois en tant que fier de police judiciaire, parce que je suis maire, et un certain nombre de mesures qu'on a prises.
Je ne dis pas que tout est parfait, mais je dis qu'en tout cas, depuis 3 ans que je suis là avec mon équipe, on a mis en place, on a été les premiers en France à mettre ces caméras portatives. Ça a tellement bien marché que du coup, on a pu faire modifier d'ailleurs la loi au Sénat il y a de ça à peu près un an et demi. Et aujourd'hui, toutes les polices municipales de France, grâce à l'amendement qu'on avait proposé aux sénateurs du Rhône et qu'ils l'ont fait passer en commission des lois, puis après en commission mixte paritaire, l'ensemble des polices municipales de France peuvent avoir ces caméras portatives. On avait même eu un retour d'expérience qu'on avait transmis au ministère de l'Intérieur et ça avait été jugé efficace. Donc oui, il y a des mesures innovantes qui peuvent être prises aussi pour pacifier les relations entre policiers et citoyens, notamment dans ces quartiers sensibles. 1, protéger le policier, parce qu'il n'y a pas que des enfants de cœur en face, et 2, avoir un contrôle aussi effectif du travail du policier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est en termes de moyens humains. Il faudra de toute façon, et charité bien ordonnée commence par soi-même, reconnaître que ce qui était fait sous le mandat de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire enlever 13 000 policiers et gendarmes, a été une erreur monumentale. On a désarmé... Non mais voilà, il y a un moment, il faut savoir reconnaître ses erreurs aussi. Et il y a un moment, je pense qu'il ne fallait pas déshabiller l'appareil sécuritaire et démanteler notamment les renseignements généraux. Andrea Cotarac, même question. Si je peux revenir, juste finir quelque chose, c'est aussi sur les magistrats. Parce que si on veut qu'il y ait une réponse policière, il faut derrière qu'il y ait une réponse pénale. Par exemple, sur le parquet du Rhône, il manque près de 20%. Près de 20% des effectifs au parquet. Ce qui veut dire que si vous remettez des policiers, mais que vous ne mettez pas les moyens sur les magistrats, c'est très bien pareil, si vous construisez des places de prison, mais que vous ne mettez pas les gens pour condamner les voyous, vous n'y arriverez pas. Ça veut dire que c'est toute une chaîne qu'il faut reconstruire, et à un moment, la sécurité des Français ne doit plus devenir, comme ça a été le cas sous les gouvernements de droite comme de gauche, il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire, une variable d'ajustement budgétaire, parce que derrière, on a mal géré à côté, et cette variable d'ajustement permet simplement de réduire le déficit pour des questions politiques. Andrea Cotarac, comment finir avec ces zones de non-droit ? Je gagne du temps, puisque je partage ce qui a été dit sur le fait que la suppression de 12 500 policiers et gendarmes dans le mandat de Nicolas Sarkozy a été une erreur fondamentale. Pour moi, il y a 3 types de sécurité sur un territoire comme le nôtre. Il y a la sécurité de droit commun, les voyous, le trafic, les vols, les agressions physiques, auxquelles il faut répondre par des moyens humains, mais qu'on m'explique alors, notamment, c'est dommage que Mme Keder n'est pas là, comment en supprimant des fonctionnaires, on va embaucher des policiers, embaucher des gens en matière de justice, embaucher des gens dans le renseignement et dans le reste. C'est pas possible. Je vois pas qu'il y a un paradoxe quand même assez énorme. Donc nous, on y est opposés. Donc nous avions raison depuis 2008 de dire qu'il fallait plus de policiers, plus de gendarmes. Ça, c'est sur la sécurité en matière de droit commun, où finalement, qu'est-ce qu'on constate quand on va voir les habitants ? C'est que ce sont des habitants généralement modestes, qui ont un métier modeste, et que quand ils arrivent chez eux, c'est-à-dire leur seul havre de paix, on a du rodéo, du bruit et une minorité de jeunes qui leur font péter les plombs, pour parler un peu plus clairement. Qui ne respectent d'ailleurs rien ni personne. Il y a une deuxième type de sécurité, puisque la banlieue est stigmatisée aussi là-dessus, c'est la sécurité antiterroriste. Là, on a des anciens chefs de la DST qui nous disent très clairement que pour infiltrer des groupes, que pour surveiller des fiches S, que pour surveiller un tas de choses comme ça, il faut des moyens humains, et que l'État français, la République, a trop mis sur la technique, sur des robots d'écoute téléphonique ou sur des caméras, qui font qu'ils ne remplacent pas non plus un agent qui surveille une fiche S ou un voyou. Et troisième chose dont tout le monde oublie sur un territoire comme le nôtre, c'est la sécurité nucléaire. Quand on souhaite protéger les Français, il faut aussi mettre ça sur le tapis, sur la table. Si une centrale pète dans la Drôme comme celle qu'on a ici, nous sommes dans le territoire et on sera touché directement ou indirectement. Et je le dis encore, ça c'est entre personnalités politiques que je dis ça, qui ont un cap et une vision de la France. Je le dis aussi pour les experts comptables de chez Emmanuel Macron. Quand la centrale à Fukushima pète, c'est l'État japonais qui verse 181 milliards d'euros. Vous imaginez ce que ça donnera en France. On arrive à la fin de ce débat. Merci messieurs d'y avoir participé. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous. On vous retrouvera dimanche soir dans notre soirée électorale. Ce sera probablement dans les salons de la préfecture. Donc ce sera une soirée à vivre sur lyoncapital.fr et surtout dimanche, allez voter. Merci, au revoir. Au revoir.